Bonsoir à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de la nouvelle émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. C'est un immense plaisir de vous compter parmi nous. Sans plus tarder, voici les dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'une saga politique qui définitivement n'est toujours pas terminée, la destitution de Donald Trump. Largué par ses alliés les plus influents, le président sortant se retrouve isolé comme jamais. On se parle des conséquences politiques et de ce que ça veut dire pour les prochains mois. On poursuit ensuite avec un dossier tragique, choquant, qui marque l'imaginaire. Les crimes contre l'humanité perpétrés par le Parti communiste chinois dans la région du Xinjiang. Stérilisation forcée, esclavage moderne et rééducation de la minorité ouïghour. Le gouvernement Trudeau en fait-il assez contre ce génocide silencieux? On reviendra sur les dernières annonces d'Ottawa dans ce dossier pour comprendre ce qui en découle vraiment. Et finalement, pour notre grand dossier de la semaine, cyberattaque, la guerre furtive. Dans un monde de plus en plus connecté, les risques liés à la cybersécurité sont plus grands que jamais. On fait ce soir l'exposé d'une guerre secrète, d'un multiplicateur de puissance qui bouleverse les grandes stratégies militaires. On aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur une des plus ambitieuses cyberattaques de l'histoire, sur ses impacts et sur la remise en question mondiale qu'elle a déclenchée. On termine ensuite avec une question du public et l'éditorial de la semaine. Tout ça et beaucoup plus ce soir à 7 jours sur Terre. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode. Allons-y immédiatement avec les dossiers qu'on a préparés pour vous. On commence avec un développement important dans une histoire qui aura captivé l'attention de l'Amérique, mais aussi du monde entier pendant les 6 dernières années, celle de la montée et maintenant de la chute de Donald Trump. On a appris cette semaine que le Congrès américain mettait en accusation pour la deuxième fois le président sortant, ce qui est une première dans l'histoire américaine. On a parlé la semaine dernière des implications pour le Parti démocrate, du défi que ça représentait pour Joe Biden et des 100 premiers jours de l'administration qu'il dirigerait. Ce soir, on se parle des enjeux chez les républicains et des prochaines semaines de politique aux États-Unis. On parle d'une deuxième procédure de destitution parce qu'il faut se le rappeler, en 2019, ça s'est déjà produit. Les démocrates accusaient Trump d'avoir demandé à l'Ukraine d'ouvrir des enquêtes sur Joe Biden et sur son fils Hunter. À ce moment-là, Biden était vu comme l'adversaire de Trump dans la présidentielle de 2020, donc ça avait été dénoncé comme une tentative de salir Biden. C'est un épisode marquant de la présidence Trump, et ça s'est terminé avec un vote sur les lignes de parti dans lequel Trump a été acquitté par le Sénat, qui était contrôlé par les républicains. Ce qui nous amène à aujourd'hui, 2021, où les démocrates s'apprêtent à prendre le contrôle du Sénat, et où de nouvelles accusations contre Donald Trump ont été déposées par la Chambre. Cette fois, les accusations concernent les émeutes du 6 janvier et la tentative de renverser les résultats de l'élection présidentielle. Ce qu'on reproche à Trump, notamment, c'est son discours du 6 janvier. Ce jour-là, la Chambre des représentants, le Sénat, le vice-président Mike Pence se rencontrent au Capitole pour le décompte des votes du collège électoral. Au même moment, Trump est sur un podium devant la Maison-Blanche. Il s'adresse à une foule de partisans qui sont venus de partout aux États-Unis pour manifester contre la certification des résultats. Pendant son discours, il insiste que l'élection a été volée, que c'est un scandale. Il invite ses partisans à marcher jusqu'au Capitole et il dit qu'il sera là avec eux pour marcher. Dans les minutes qui suivent, des milliers d'émeutiers entourent le Capitole et un nombre important réussit à infiltrer le bâtiment. À l'intérieur, c'est la panique et avec raison. C'est comme ça que les révolutions commencent. Depuis des semaines, des mois, les murmures de guerre civile imminente étaient devenus assourdissants. Au moment où la foule prend d'assaut le Capitole, des législateurs américains sont évacués du Congrès et qu'on entend même des coups de feu à l'intérieur. Plusieurs se demandent si ça vient pas de commencer. Quand les autorités reprennent le contrôle à coups de gaz lacrymogène et que la poussière retombe enfin, les législateurs reprennent le vote.
Mais tout le monde sait qu'il vient de se passer quelque chose de grave. Chez les démocrates, c'est la consternation. On en fait un nouveau Pearl Harbor. C'est une journée dont la nation se souviendra toujours, comme une tache indélébile sur ses habits démocratiques. Chez les républicains, c'est un tremblement de terre politique. Même ceux qui appuyaient la manœuvre de Donald Trump pour renverser les élections se retrouvent maintenant à le dénoncer, à dire que c'est trop, qu'ils doivent retirer leur appui et que ça va trop loin. Le fait est que ces législateurs ont délibérément joué à un jeu et qui en ont payé les conséquences. Depuis le début, leur appui à la manœuvre de Trump était rien de plus qu'un gamble, un pari, un bluff. Le bluff, c'est qu'ils savaient très bien que mathématiquement, ça n'avait aucune chance de réussir au Congrès, qu'il fallait le 2/3 et que jamais un démocrate aurait embarqué là-dedans, que l'effort était condamné d'avance. Mais c'était pas ça qui comptait. C'est pas grave si l'effort meurt dans l'œuf. L'important, c'était de montrer qu'il était du bon bord, du côté du Trumpisme. Ce mouvement qui, depuis maintenant des années, domine le Parti républicain et différencie les bons des mauvais. Pour une énorme partie de l'électorat, du moins. Depuis le tout début, le Parti républicain en tant qu'institution a résisté férocement à la montée de Donald Trump. Souvenez-vous des Never Trump, du grand discours de Mitt Romney, des déclarations de tout le monde après l'épisode Access Hollywood où on entendait Donald Trump sur un enregistrement dans un autobus. Et parlant d'autobus, on aura tenté chez les républicains de pousser Donald Trump en dessous à toutes les occasions, jusqu'à ce qu'il devienne inévitable, qu'il soit dominant dans les sondages, tellement populaire au sein de la base que de s'opposer à lui était devenu un boulet politique, un positionnement qui pourrait coûter l'élection ou la réélection de ceux qui osaient le prendre. Donc, quand arrive l'élection présidentielle de 2016, il n'y a plus aucun doute. Le Parti républicain, c'est le parti de Trump. Les républicains sont rangés derrière lui devant la constatation que de s'y opposer, c'était un suicide politique. Très peu l'ont fait avec le sourire aux lèvres. Trump a donc agi pendant 4 ans comme le parrain du Parti républicain, le boss. Si quelqu'un voulait avoir la moindre chance de survivre politiquement, il devait jouer avec les règles de Trump. La dissension aura été, somme toute, quasi inexistante au sein du Parti républicain pendant la présidence de Donald Trump. Donc quand arrive 2020, que Trump persiste à parler de fraude électorale, que les médias demandent aux élus républicains de prendre position là-dessus, le calcul est assez clair à faire pour eux. D'un côté, ils savent qu'il n'y a aucune chance, puisqu'ils ne contrôlent pas le 2/3 du Congrès. D'un autre, ils savent que ça va être extrêmement payant avec leur base, parce qu'ils vont avoir l'air d'être allés jusqu'au bout, de s'être battus avec le président jusqu'à la toute fin et d'avoir fait aucun compromis. De toutes les époques, il n'y a pas de plus grand honneur pour un soldat que de mourir sur le front. Accompagner Trump là-dessus, c'était garantir son avenir politique dans le Trumpisme 2.0, l'ère post-Donald Trump, où l'électorat sera à la recherche d'héritiers pour porter le mouvement. Et donc, ils ont bluffé. Ils ont joué le jeu. Le plus stupide des jeux. Et ont gagné le plus stupide des prix. L'électorat les a crus. Des dizaines de milliers de personnes les ont pris au mot. Et le 6 janvier, ils ont convergé de partout aux États-Unis pour contester l'élection de Joe Biden. Ils ont entouré le Capitole et ils ont fini par y entrer. Ce jour-là, le vent a tourné. Soudainement, c'est plus politiquement avantageux de défendre Donald Trump. Pire, ça pourrait même être vu comme de la collaboration dans ce que plusieurs qualifient d'appel à l'insurrection pour lequel le président a été impeached. Et maintenant, les voix qui défendent Trump publiquement chez les républicains se font de plus en plus rares. Parce que depuis le début, tout ça était politique. L'objectif, c'était de faire des gains, de faire baisser les taxes, de réduire les impôts, de passer des réformes d'immigration, nominer des juges à Cour suprême. L'objectif, c'était de faire avancer l'agenda républicain. Et tant que Donald Trump était un atout, tout le monde s'y collait. Avec la nouvelle procédure de destitution, on s'apprête à voir concrètement qu'est-ce qui reste de l'héritage de Donald Trump chez les républicains. C'est le vote pour le destituer. Ça veut dire que le parti veut tourner la page sur les 4 dernières années, se laver les mains de leurs responsabilités et dire à tout le monde, on n'a rien à voir avec ça.
On trouve qu'il a été trop loin et on le renie publiquement. Et ça, c'est un risque énorme. Parce que la base est encore largement loyale à Trump. Et que ça pourrait se retourner vicieusement contre les républicains en menant à une fracture de l'électorat. Peut-être même à la création d'un nouveau parti politique. D'un autre côté, c'est le vote contre la destitution. Les républicains s'attachent à Donald Trump pour les années à venir et ratent leur opportunité politique de tourner la page, d'accuser les démocrates de vivre dans le passé à chaque fois qu'ils mentionnent l'ère Trump. C'est une option qui n'est pas très attirante pour les républicains. Le mouvement Trump, ses lignes de communication, son opération électorale, ses grands donateurs, tout ça a été largement décapité dans les dernières semaines par les grandes plateformes du web comme Twitter, Facebook, Spotify. On pourrait dire que les gens vont aller sur Parler, sur d'autres alternatives. Mais le fait est que c'est pas ça le problème. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la marque qui est devenue toxique. Beaucoup sont épuisés des 4 dernières années. Ils ont passé à se défendre des attaques des médias, des démocrates, des tribunaux, de Trump lui-même, de la base républicaine. L'establishment du Parti républicain veut reprendre le contrôle. Les Mitch McConnell de ce monde, les républicains qui sont là depuis des décennies, qui ont eu l'impression de se faire usurper leur parti en 2016, sont encore là. Et malgré les 4 dernières années de réalignement, ils sont encore très influents. Et c'est là qu'ils pourraient prendre leur revanche contre Donald Trump. La question de la destitution, c'est important de le comprendre, n'est pas judiciaire. C'est le Sénat qui juge le président. C'est pas un grand jury ou un tribunal. La question, elle est politique. On a appris cette semaine que Mitch McConnell, le leader des républicains au Sénat, disait en privé à des collègues qu'il voterait en faveur de la destitution de Donald Trump. C'est majeur, c'est énorme. McConnell, c'est le boss des républicains au Sénat. C'est grâce à son autorité, à son influence, si les républicains sont restés aussi unis derrière Donald Trump. Si lui vote en faveur de la destitution, c'est des dizaines de sénateurs républicains qui vont le suivre, amplement assez pour condamner Donald Trump avec le 2/3 de la Chambre ou du Sénat. McConnell a dans le creux de sa main l'avenir du Parti républicain. Les enjeux n'ont jamais été aussi gigantesques, aussi pharaoniques. Peu importe ce qu'il fait, ça pourrait être la fin du Parti républicain tel qu'on le connaît. Déjà, on annonce que des manifestations vont avoir lieu dans le cadre de l'assermentation de Joe Biden dans les 50 États américains. Dans un mémo interne, le FBI sonne l'alerte et dit qu'un groupe armé a menacé d'aller à Washington et de soulever une révolte si le Congrès destitue Trump. En conséquence, 20 000 soldats ont été déployés à Washington jusqu'à l'inauguration du 20 janvier. C'est plus de militaires qu'il y en a en Afghanistan ou en Irak. Mais il y a une raison. C'est que la zone de guerre, la vraie, est rendue aux États-Unis. Que de plus en plus, la fracture de la société américaine atteint des niveaux irréversibles qui mènent à une explosion inévitable de la marmite où tout ça est en train de bouillir. Ce qui va se passer le 20 janvier aux alentours, que ce soit un affrontement armé ou une inauguration dans un calme relatif, ce ne sera pas la fin de la guerre culturelle qui sévit actuellement partout en Occident. Ce sera seulement un autre épisode, une autre bataille. Et si les républicains ne portent plus la voix du mouvement Trump, quelqu'un d'autre va le faire. La politique ne tolère jamais le vide bien longtemps. On enchaîne maintenant avec un autre dossier qui a retenu l'attention de la communauté internationale dans les derniers mois. Et d'ailleurs, on vous en a parlé très souvent à 7 jours sur Terre. Les crimes contre l'humanité perpétrés par le Parti communiste chinois dans la région du Xinjiang. On a appris cette semaine que le gouvernement canadien allait sévir contre la Chine à propos de la situation au Xinjiang. Mais on viendra tout à l'heure sur ce qu'il en est vraiment de ces supposées sanctions et sur l'effet que ça aura vraiment dans l'équation. D'abord, on se remet un peu dans le contexte. Il faut revenir autour de 2014, quand des rumeurs inquiétantes commencent à sortir de la Chine, particulièrement du nord-ouest de la Chine, dans la région du Xinjiang.
Ce qu'on entend est presque surréel. Les organisations des droits humains ont de la peine à le croire. La Chine aurait commencé la construction de camps d'internement au Xinjiang pour interner des centaines de milliers de personnes issues de la minorité ouïghour. Les Ouïghours sont depuis des années les enfants pauvres de la Chine communiste. Il faut savoir qu'ils sont à majorité musulmans et qui ont toujours vécu un peu en marge de la société chinoise. D'abord, leur territoire est extrêmement isolé. On y parle rarement le chinois. La majorité de la population, en fait, est turcophone. Donc le sentiment d'appartenance, vous le devinerez, est presque inexistant envers le gouvernement chinois. Pour très longtemps, la Chine en avait à peu près rien à faire de ce qui se passait au Xinjiang. L'écrasante majorité de la population et du développement économique chinois se sont concentrés le long des grands fleuves et sur le bord de la côte Pacifique. C'est la Chine fertile, prospère, développée. Le Xinjiang, lui, est presque désertique. Stratégiquement, il n'a jamais vraiment été si important que ça. Aujourd'hui, tout ça est en train de basculer. Parce que la Chine réalise que la confrontation avec la civilisation occidentale est quasi inévitable, que les Américains dominent les grandes voies maritimes de la planète et que puisque la Chine est dépendante des exportations, un blocus maritime américain serait dévastateur pour l'économie chinoise. Conséquemment, la Chine se tourne vers l'intérieur de son territoire et se met à investir massivement pour permettre à ses exports de prendre la voie terrestre au lieu de la voie maritime, de prendre des trains vers l'Europe, l'Asie, l'Afrique, plutôt que de prendre des bateaux. L'idée, c'est de briser le carcan qu'ont les Américains autour du cou des Chinois, d'avoir une alternative dans l'éventualité d'un conflit militaire. Autrement dit, la Chine se prépare. Et soudainement, le Xinjiang devient donc un passage essentiel pour les exportations chinoises. On se met à y construire des chemins de fer, des autoroutes, on y déploie un appareil de sécurité de plus en plus important pour surveiller les investissements du régime. Et bien sûr, conséquemment, la tension monte avec les Ouïghours qui habitent le territoire. Certains parlent même d'indépendance ou, comme disent les Chinois, de séparatisme. Et en Chine, de menacer l'intégrité territoriale, remettre en question le pouvoir du parti, c'est carrément vu comme du terrorisme et c'est traité comme tel. Pendant 4 ans, de 2014 à 2018, les témoignages sont de plus en plus crédibles et détaillés. Les preuves s'accumulent à propos des horreurs qui se passent au Xinjiang. En fait, c'est finalement seulement parce que ça devient complètement ridicule de nier ce qui se passe que la Chine finit par reconnaître l'existence des camps d'internement en 2018. Elle dit qu'il y a bel et bien des camps, mais que ce sont des camps de rééducation, donc des centres de formation professionnelle pour faire la rééducation et la déradicalisation des Ouïghours, que la Chine qualifie d'islamistes. L'explication de la Chine est immédiatement rejetée par la communauté internationale, qui parle plutôt de camps de concentration. À ce moment-là, l'ONU estime qu'il y a environ 1 million de Ouïghours détenus dans environ 1200 camps identifiés. Les États-Unis, eux, parlent de 3 millions de prisonniers. C'est trop gros. Il est devenu impossible de se cacher ou d'éviter la question. En juillet, 21 pays occidentaux et le Japon demandent à la Chine d'arrêter le mauvais traitement des Ouïghours. En réponse, la Chine mobilise ses alliés. Et 37 pays appuient le régime publiquement, surtout des pays africains, mais aussi la Russie, la Corée du Nord, l'Arabie saoudite. C'est seulement en novembre 2019 qu'on a vraiment un aperçu de ce qui se passe au Xinjiang, quand sortent les fameux Xinjiang Papers et les China Cables, 2 fuites de documents internes qui résultent de l'enquête d'un consortium international de journalistes. On y confirme la campagne de répression du régime et on prend enfin la mesure des crimes contre l'humanité qui sont commis. Les violations des droits de la personne, de la détention arbitraire, des conditions de détention atroces. Les enfants sont séparés de leurs parents, les pratiques religieuses sont interdites, mais ce qui choque vraiment, c'est qu'on réalise que ça va beaucoup plus loin que de la répression.
On parle de stérilisation forcée pour les femmes, de torture, d'esclavage, de viol, d'exécution. Partout au Xinjiang, les gens disparaissent sans jamais qu'on puisse savoir ce qui leur est vraiment arrivé. C'est un scandale de proportions bibliques. La Chine nie en bloc, refuse l'accès à son territoire à toutes les ONG. C'est des fake news, une fabrication de l'Ouest pour salir le régime. Puis si vous pensez que cette histoire-là n'a pas de maudit bon sens, attendez un peu d'entendre ce qui suit. Parce que si la Chine est un pays de plus en plus riche, elle ne peut pas nécessairement se permettre ce genre de folie autoritaire-là. Pensez-y un peu, 1 million de personnes dans des camps, aussi mal nourris soient-ils, ça mange quand même. Faut toujours bien envoyer du personnel, payer des militaires, installer de l'infrastructure, fournir de l'électricité. Il y a bien quelqu'un qui va devoir payer tout ça. Et ça coûte une fortune qui, dans un pays en développement, serait bien mieux investi ailleurs. Mais en mars 2020, on apprend que la Chine a non seulement trouvé un moyen de payer pour le système de répression, mais carrément de le monétiser. Une ONG australienne publie une enquête dont les résultats choquent le monde entier. On y fait la liste de 80 des plus grandes marques mondiales, dans les secteurs de la technologie, du textile, de l'automobile, qui seraient liées au travail forcé des Ouïghours. Des marques que tout le monde connaît, comme Apple, Sony, Samsung, Microsoft, Nokia, Adidas, Lacoste, Nike, BMW, Volkswagen, Mercedes. C'est une bombe. Dans les semaines qui suivent, les compagnies font ce qu'elles peuvent en relations publiques pour se dissocier, changer de distributeur, s'excuser. Pour les pays qui collaborent avec la Chine, la pression devient presque insoutenable. Aux États-Unis, on évalue activement s'il est question d'un génocide. Il converge un peu partout en Occident un mouvement de condamnation du régime chinois et de plus en plus d'États posent des gestes concrets. Ici, au Canada, Trudeau hésite, dit qu'il ne veut pas aggraver les tensions avec la Chine à un moment où elles sont déjà très hautes. Mais c'est une mauvaise excuse, et tout le monde le sait. Donc pendant 1 an, pour gagner du temps, le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne, va promettre à tout le monde que quelque chose s'en vient, que le gouvernement va agir, et qu'on va mettre des sanctions sur la table. M. Champagne est un des plus gros défenseurs de Justin Trudeau, mais aussi un des membres du cabinet qui met le plus de pression sur le premier ministre pour agir dans ce dossier-là et augmenter la pression sur la Chine. Et c'est ce qui nous amène à la semaine dernière. Ottawa a finalement livré la marchandise. Après 1 an à le promettre, François-Philippe Champagne peut finalement annoncer qu'il y aura des sanctions contre le régime chinois, que le Canada agit pour les droits humains. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que l'annonce d'Ottawa, le fameux coup d'épée contre le régime chinois, c'est un coup d'épée en mousse. Le Canada annonce qu'en partenariat avec le Royaume-Uni, il va interdire d'importer des biens qui sont issus du travail forcé des Ouïghours en Chine. Les compagnies n'ont plus le droit, tout simplement. Mais pour que ça s'applique, il faut que ce soit prouvé hors de tout doute que ça vient des Ouïghours. Vous pourriez vous dire, ben voilà, pourquoi pas? On ira voir en Chine pour confirmer si jamais c'est... Justement. Il aura fallu 1 an au régime chinois pour permettre aux enquêteurs de l'OMS de venir enquêter à Wuhan sur les origines du virus. 1 an. Donc quand il est question du travail forcé des Ouïghours dans un pays qui a nié l'existence même des camps de concentration pendant 4 ans, de penser qu'on va avoir accès à cette information-là quand on va la demander, c'est pas seulement être naïf. Ça dépasse la naïveté, c'est tellement pire que ça. Quand ça vient d'un gouvernement du G7, c'est intellectuellement embarrassant. Au mieux, c'est incompétent, au pire, c'est complice. Parce qu'on sait ce qui se passe au Xinjiang, qu'on sait que les Chinois le cachent, mais qu'à un moment donné, une région désertique qui se met soudainement à être une puissance manufacturière puis qu'elle exporte partout dans le monde à l'échelle industrielle, du jour au lendemain. Faut arrêter de faire l'autruche comme si on savait pas d'où ça venait. D'ailleurs, c'est précisément ce que dit le chercheur dont les travaux ont permis de lever le voile au tout début sur ce qui se passait en Chine, Adrian Zenz. Il a donné une entrevue au Devoir. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut partir du principe que tout ce qui sort du Xinjiang
est le fruit du travail forcé des Ouïghours, que le fardeau de la preuve devrait être sur les entreprises. Que ce soit elles qui prouvent l'origine de leurs marchandises. Et c'est pas comme si c'était impossible. En fait, c'est exactement ce que font les États-Unis. Le système est déjà en place. Puis si vous nous trouvez lâches, édentés, je vais vous dire c'est quoi être vraiment lâche. Le système qu'on a choisi d'adopter, où nous-mêmes, on a le fardeau de prouver les entreprises fautives. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive aux entreprises quand on les pogne la main dans le sac? Que c'est prouvé hors de tout doute qu'ils participent à l'esclavage d'un peuple dans des camps d'internement en cachette, qu'ils font contre notre volonté malgré le fait qu'on a interdit. Qu'est-ce qui se passe avec ces compagnies-là, selon vous? Rien. Absolument rien. Quelqu'un va en prison? Non. Une amende? Une amende accompagnée? Un ticket? Non. Mais il faut être fier d'être Canadien. Puis le gouvernement Trudeau, c'est un champion de la lutte pour les droits humains. Puis dénoncer la Chine, c'est jouer le jeu des conservateurs puis attiser la haine. En passant, les Britanniques donnent des amendes. Tout le monde donne des amendes. Pardon, je devrais dire, tous les gouvernements sérieux donnent des amendes. Il faut réfléchir à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on choisit d'être dans le monde. C'est ça qu'on est. Si ça ne vous choque pas encore, vous vous rappelez François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères qui mettait de la pression sur Trudeau pour qu'on fasse quelque chose, qui promettait à tout le monde que ça s'en venait. Au moment même où on annonçait notre semblant de sanction de pétard mouillé, de spaghettis de mousse, François-Philippe Champagne était retiré de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères pour l'envoyer à l'industrie et à l'innovation. Le premier ministre dit que c'est une promotion. Puis que ça n'a rien à voir avec la Chine. Vous souvenez-vous de Jody Wilson-Raybould? Elle aussi avait une promotion. Donc, le nouveau ministre des Affaires étrangères, c'est Marc Garneau, qui était ministre des Transports. Puis Ottawa, c'est un champion des droits de la personne. Voyez-vous ce que je vois? Je voulais vous le montrer. Parce que ça me rend malade. Puis quand des gens demandent pourquoi on parle aussi souvent de la Chine à 7 jours sur Terre, c'est pour ça. Parce que sinon, qui en parle? Ça a pris 20 minutes, mais maintenant on se comprend. Et maintenant, mes amis, c'est le moment pour notre grand dossier de la semaine. Sans plus tarder, ce soir, on se parle d'une menace silencieuse, d'une guerre secrète qui a le pouvoir de complètement redéfinir les rapports de force entre les grandes puissances du monde. Depuis plusieurs années, les cyberattaques sont fréquentes, mais récemment, leurs proportions et leurs conséquences prennent des dimensions de plus en plus impressionnantes. Voici donc le récit d'une des plus audacieuses cyberattaques de l'histoire, de ses impacts et de la remise en question mondiale qu'elle a déclenchée. C'est notre grand dossier de la semaine. Cyberattaque, la guerre furtive. Les services de renseignement américains ont récemment fait une découverte monumentale. Les États-Unis et plusieurs pays alliés ont été victimes d'une campagne de piratage sans précédent. Faisons ensemble le récit de cette attaque pour comprendre ce qui s'est passé. On est au début du mois de décembre. Un employé de FireEye, une entreprise américaine de sécurité informatique, découvre une anomalie dans le système. Une alerte lui indique qu'un appareil inconnu s'est connecté au réseau de l'entreprise. Immédiatement, le drapeau rouge est levé. L'enquête commence et peu de temps après, FireEye fait une sortie publique. Une partie de son système est compromis. L'entreprise a été victime d'une cyberattaque. Des outils de simulation ont été volés. C'est une très mauvaise nouvelle pour tous leurs clients qui utilisent ces outils pour tester leur propre sécurité informatique. C'est une faille compromettante, mais l'enquête ne s'arrête pas là. Après quelques jours d'analyse, la source est identifiée.
Les pirates sont passés par le logiciel Orion de l'entreprise américaine SolarWinds, dont FireEye utilise les services de gestion informatique. Ils ont fait une modification extrêmement discrète dans les mises à jour du logiciel et sont infiltrés par là. En gros, ils ont utilisé la technique du cheval de Troie. À place d'attaquer directement le réseau hyper protégé de FireEye, ils ont passé par la bande en piratant un fournisseur, SolarWinds, une cible beaucoup plus facile. L'attaque est ni vue ni connue, extrêmement furtive. Et c'est là que l'affaire prend une ampleur incroyable. L'enjeu, c'est que SolarWinds, c'est pas une petite entreprise marginale. Elle a environ 300 000 clients et pas n'importe quelle. Il y a presque toutes les compagnies du top 500 américain. Il y a plusieurs agences du gouvernement fédéral, dont la NASA, l'Agence de sécurité nationale, le Pentagone et même le bureau exécutif du président. Soudainement, la cyberattaque contre FireEye devient un enjeu national et international, urgent et prioritaire. La question maintenant, c'est de savoir à quel point les clients de SolarWinds ont été impactés, jusqu'où vont les dommages. Après des vérifications, l'étendue de l'affaire est confirmée. Le Trésor américain, les départements du commerce, de l'intérieur, de l'énergie, de la défense, de la santé, des services sociaux, l'agence de télécommunications, Microsoft et plusieurs universités américaines sont touchées. Et c'est encore seulement que le début. Parce que le pire dans tout ça, c'est que c'est pas une cyberattaque unique et isolée. Ça fait depuis le mois de mars que ça dure et personne ne s'en était encore rendu compte. Jusqu'où ça pourrait aller? Pour plusieurs, on a seulement découvert la pointe de l'iceberg. Pour l'instant, ce qui est connu, c'est que le but de la cyberattaque n'était pas de détruire des données, mais de les récolter. Du bon vieil espionnage. L'attaque permettait aux pirates d'avoir accès aux échanges de courriels. Pas de destruction massive de données qui sautent aux yeux. C'est insidieux, c'est subtil, et ça ouvre une boîte de Pandore infinie. La quantité d'informations importantes et confidentielles qui est échangée par des courriels est immense. C'est difficile de mesurer toutes les conséquences, mais le gouvernement américain s'est mis sur le pied d'alerte en mode gestion de risque. Ça va loin. Il craint des scénarios catastrophes comme la perte de contrôle sur le réseau électrique, sur les opérations des barrages et des centrales nucléaires, l'interférence dans des comptes bancaires, l'aveuglement des radars, des satellites ou des systèmes de ciblage des avions de chasse. Des conséquences de genre ont déjà eu lieu en Ukraine en 2017 après une cyberattaque similaire de la Russie. Pour plusieurs entreprises privées, la menace est suffisamment importante pour rebâtir complètement leurs serveurs, tout recommencer, à partir de zéro. Il reste encore à savoir de façon certaine à qui il faut attribuer la responsabilité pour la cyberattaque. Pour le moment, tout pointe vers le groupe APT-29, qui est indirectement lié au service secret russe. C'est un des groupes les plus ingénieux, les plus évolués, les mieux financés. Leurs méthodes correspondent à ce qui est présentement observé. Et évidemment, la Russie nie toute implication dans l'affaire. Mais Mitt Romney, le sénateur républicain, fait une comparaison qui veut tout dire. Cette cyberattaque, c'est comme si des bombardiers russes avaient continuellement survolé les États-Unis de bord en bord, sans jamais être repérés pendant des mois. C'est une claque au visage. Toute cette histoire remet à l'ordre du jour un paquet de questions et d'enjeux qui restent encore sans réponse. Sans avoir recours à aucun soldat sur le terrain, une cyberattaque peut mettre un pays à genoux. Les pirates ont opéré une intrusion directe, au cœur d'un État rival, dans des infrastructures et des institutions stratégiques cruciales. On constate qu'il est extrêmement difficile d'identifier l'agresseur avec certitude. Donc comment réagir à une cyberattaque? Est-ce qu'il serait légitime que les États-Unis attaquent la Russie en retour, même si elle dit qu'elle n'a rien à voir là-dedans? Et quelle serait la réplique adéquate? Qu'est-ce qui serait accepté à l'international? Les États-Unis ne peuvent pas tout simplement répondre coup sur coup en déclarant qu'ils vont eux aussi pirater des systèmes informatiques russes. Ça mène à rien. Mais ce qu'ils pourraient répliquer militairement? Pour plusieurs, une cyberattaque est considérée comme l'équivalent d'une attaque armée ayant recours à la violence. Mais il y a une asymétrie entre le monde virtuel et la réalité qui est difficile à évaluer. Une autre inquiétude, c'est qu'à une ère où de plus en plus d'ennemis ne sont pas des États, mais des organisations.
Combien de temps avant que les moyens technologiques nécessaires aux cyberattaques de cette envergure ne tombent entre les mains de criminels et terroristes? C'est un peu comme l'enjeu de la prolifération du nucléaire durant la guerre froide. Ça brise l'équilibre de la force et conséquemment, ça déstabilise l'ordre mondial. On n'a pas fini de voir les ramifications de l'énorme attaque qui vient de se produire. Chose certaine, on est passé à une autre étape dans la cybersécurité. On réalise de plus en plus qu'il n'y a aucun moyen de défense qui est suffisant contre un adversaire vraiment déterminé. Donc au lieu de continuer à tout miser sur la défense, parions qu'on va maintenant assister à une escalade des moyens de dissuasion. La guerre s'adapte et les pays qui comprennent cette nouvelle réalité maintenant seront les seuls à pouvoir l'affronter demain. Vous pourrez bien sûr retrouver ce segment de l'émission en format capsule si jamais vous voulez le partager avec des amis ou le réécouter plus tard. Pour ma part, je veux quand même prendre la peine d'ajouter quelques points là-dessus, sur l'impact de la cybersécurité qui est en train d'avoir sur les rapports de force à travers le monde. Comment on est en train de carrément redessiner les lignes de conflit auxquelles on est habitué. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me fait un peu penser à un autre épisode qu'on a couvert ici à 7 jours sur Terre, l'assassinat de Mohsen Farijadeh, scientifique à la tête du programme nucléaire iranien, qui avait été tué par un camion robotisé commandé par satellite. Le monde était choqué, c'était un coup fumant, mais c'était surtout une nouvelle frontière qui venait d'être franchie. On entre de plus en plus dans un monde où un pays peut frapper un autre et nier entièrement sa responsabilité de manière assez crédible pour éviter des représailles ou même des conséquences diplomatiques. Les notions habituelles d'imputabilité ne tiennent plus. Normalement, si les États-Unis prennent un drone, ils vont tuer 3 civils en Syrie par erreur. On peut identifier assez rapidement qui est responsable. Quand c'est les Russes, on sait que ce sont les Russes. On identifie les drones à partir de leur trajectoire, de leurs matériaux quand on en trouve, de leur armement. Les experts peuvent se prononcer, puis on n'est pas complètement dans le noir. Si un pays veut en sanctionner un autre pour ce que font ses drones, il peut le faire de manière raisonnable et légitime à partir du moment qu'il l'a identifié. Pas quand c'est une cyberattaque. Et c'est là que ça change tout. Dans un monde où il n'y a pas d'imputabilité, les pays peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent contre leurs adversaires sans risquer de se faire montrer du doigt. Et c'est pour ça que c'est en train de complètement transformer la guerre telle qu'on la connaît. Il y a pratiquement plus de risques, pratiquement plus de désavantages à frapper un adversaire. Et quand on dit frapper, ça ne veut pas dire que ça doit nécessairement être un grand coup fumant, une attaque contre des centrales nucléaires ou la grille électrique. Ça n'a pas besoin d'être un grand vol de données. En fait, pas du tout. Un pays qui dispose d'un bon programme d'espionnage bien déployé dans des entreprises, des secteurs stratégiques qui s'en sert pour aller chercher silencieusement de l'information pendant des mois et qui dort dans le système sans que personne ne le réalise, c'est 100 fois pire. Et c'est souvent ça qui arrive. Les pays vraiment rusés travaillent beaucoup plus dans l'ombre qu'avec des grands coups fumants qui finissent en spécial Netflix. Là-dessus, on peut penser à plusieurs exemples, notamment à Pegasus, le fameux logiciel espion développé par Israël qui est rendu à peu près partout dans le monde après qu'Israël l'ait vendu à des gouvernements étrangers, qui en ont eux-mêmes perdu le contrôle. Al Jazeera a fait un reportage fantastique là-dessus d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais en gros, le logiciel infiltrait des téléphones à partir de rien d'autre qu'un appel entrant, même si la personne ne répondait pas. C'était utilisé pour espionner des journalistes, des gouvernements, des alliés, des ennemis. C'était une merveille. Et c'est pour ça que beaucoup de pays l'ont acheté, comme le Mexique qui s'en servait pour espionner les États-Unis par exemple. Ça a été un énorme scandale. Mais c'est un peu une leçon aussi. Les alliés sont des ennemis bien habillés. Si le Mexique espionne sur les États-Unis, c'est pas parce qu'ils veulent déclarer la guerre demain matin. C'est pour gagner un avantage compétitif dans des négociations, pour savoir ce qu'ont en tête les diplomates américains, pour trouver une manière de les salir si nécessaire. Si un membre du cabinet trompe sa femme, c'est probablement connu par les services de renseignement d'au moins 3-4 alliés. C'est à ce point-là.
Je vous ramène à un épisode qui s'est produit sous la présidence de Barack Obama, qui avait fait les manchettes aussi à l'époque, puis qui était devenu tout un scandale international. Edward Snowden dévoilait notamment que les États-Unis avaient mis sous écoute le téléphone personnel de Angela Merkel, chancelière, donc dirigeante de l'Allemagne. C'est pas grave si c'est un allié. Les alliés ne sont que des ennemis bien habillés. Des ennemis qui nous ont pas encore trahis. C'est la seule mentalité qui fait du sens en termes de sécurité internationale, sans quoi on se fait prendre les culottes à terre quand ça brasse vraiment. C'est un phénomène fascinant auquel on est en train d'assister, réellement captivant, puis terrifiant en même temps. Pensons-y un moment. Depuis des millénaires, la géopolitique des nations était définie par les frontières, par les contraintes naturelles comme les rivières, les fleuves. Depuis toujours, les ennemis sont nos voisins. Et la liste de ces ennemis était directement reliée à la situation géographique d'un pays. La Chine contre le Japon, les Grecs contre les Perses, les Français contre les Anglais, Rome contre Carthage. C'est un paramètre fondamental de la stratégie militaire qui vient de complètement prendre le bord. Il est amplement possible pour un État de devenir une menace pour un autre, tout en étant des milliers de kilomètres plus loin. Les frontières physiques qui régissent le monde de la guerre sont en train de s'effacer carrément. Imaginons la Norvège, par exemple. C'est pas un pays allié des Américains. C'est pas non plus un pays qui est impliqué au Moyen-Orient. En fait, c'est même un citoyen du monde relativement pacifique. Mais puisque c'est un producteur majeur de pétrole, que sa technologie dans le domaine est à la fine pointe de ce qui se fait dans le monde, la Norvège devient une cible potentielle pour les autres producteurs de pétrole comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Russie. Une cyberattaque sur les installations norvégiennes pourrait perturber les opérations et directement augmenter les parts de marché de quelqu'un d'autre. On peut se voler de la propriété intellectuelle, des innovations technologiques qui améliorent la production. À une pharmaceutique, on pourrait voler la formule d'un vaccin. Et pour vous donner une idée de l'impact que ça peut avoir, quand les Iraniens, justement, se sont approchés dangereusement d'une bombe nucléaire durant l'administration Obama, les États-Unis ont déployé, en collaboration avec Israël, le virus informatique Stuxnet. Stuxnet, c'est un logiciel qui était fait pour saboter les centrifugeuses nucléaires iraniennes à distance et ralentir le développement de la bombe. C'est digne d'un roman d'espionnage. Pour infiltrer le site nucléaire en question, les espions israéliens se sont tout simplement promenés autour de la centrale, en laissant des clés USB un peu partout, dans des bancs de parc, dans des cafés, dans le stationnement de la centrale. Des clés USB non identifiées. L'idée, c'était d'exploiter la curiosité humaine. Si quelqu'un trouve une clé USB quelque part qui ne sait pas ce qu'il y a dedans, une fois sur deux, il va essayer de la brancher dans son ordinateur. Et boum! Il suffit de tomber sur un employé de la centrale nucléaire, puis on vient de s'y infiltrer. Ça paraît stupide, et ça l'est. Mais quelques jours plus tard, quand Stuxnet a été activé, les centrifugeuses iraniennes se sont mises à tourner tellement vite qu'elles ont physiquement explosé. On a fait exploser la centrale nucléaire à partir d'une cyberattaque. Comme quoi les dommages sont parfois beaucoup plus explicites que juste des courriels volés ou de la propriété intellectuelle. Il y a moyen de faire très, très mal. Et dans le cas de Stuxnet, le programme nucléaire iranien a littéralement pris jusqu'à 1 an et demi de retard. Faut pas se surprendre de voir les grandes puissances du monde avoir de plus en plus recours à cet outil-là pour atteindre leur objectif. Et si on a choisi de vous en parler ce soir, c'est que c'est un enjeu qui risque d'être déterminant dans les prochaines années, pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'était le grand dossier de la semaine. Maintenant, on passe à la question du public. Je vous rappelle, chaque semaine, on prend une de vos questions, on y répond pendant l'émission. Pour soumettre votre question, c'est super simple. Il suffit de l'envoyer à 7jourssurterre@commercialgmail.com ou encore directement par Facebook ou YouTube. Cette semaine, la question nous vient de Paul de Saguenay. Bonjour à toute l'équipe. Bravo pour votre nouvelle émission. Merci beaucoup. C'est exactement ce que je cherchais et je suis tellement content de vous avoir découvert.
Je vois que vous avez un abonnement sur YouTube en plus d'un abonnement sur Facebook. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux pour vous? Oui, c'est une question qui revient très souvent, puis ça fait vraiment bien que vous la posiez, puisqu'on va pouvoir y répondre pour tout le monde en même temps. En fait, non, il n'y a vraiment pas de plateforme préférée financièrement parlant de notre côté. Il y a des avantages pour Facebook et il y en a pour YouTube. Cela étant dit, je pense personnellement que c'est infiniment mieux pour vous de nous suivre sur YouTube, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour l'interface, pour la navigation en général, YouTube est vraiment un écosystème qui a été réfléchi pour consommer du contenu vidéo. La qualité est meilleure, vous pouvez facilement retrouver des anciennes vidéos, la chaîne est mieux organisée, puis de manière générale, les gens trouvent ça plus facile de nous suivre sur YouTube. Surtout ceux qui ne sont pas nécessairement tous les jours sur Facebook, plusieurs heures par jour, et qui ratent beaucoup de nos publications, qui se rendent compte après un mois qu'on en avait sorti 3 ou 4 nouvelles sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, Paul, si vous avez une préférence pour Facebook, libre à vous. Personnellement, si j'avais à créer un abonnement pour 7 jours sur Terre, je passerais par YouTube. Vous avez droit au même privilège des deux côtés, c'est le même contenu, juste dans un environnement plus adapté. Alors voilà, c'est presque la fin de l'émission pour cette semaine. J'ai eu grand plaisir à travailler là-dessus et encore plus, comme d'habitude, à vous le présenter. Mais d'abord, avant de se quitter, on se laisse avec l'éditorial de la semaine. Tout le monde a vu ce qui s'est produit au Capitole le 6 janvier, mais aussi plus largement dans les 5-6 dernières années de politique aux États-Unis. Pour certains, c'est la manifestation d'une grande puissance qui perd de son influence, qui se referme sur elle-même. Ce serait la chute de l'Empire américain, un pays tellement divisé qui en vient à l'impensable, au point où on songe ouvertement à l'éventualité d'une guerre civile. On regarde ça comme si c'était une pièce de théâtre, scriptée d'avance, dont on va sortir dans 1h30, comme si ça ne nous concernait pas. Et je pense qu'on est en train de manquer quelque chose, une leçon qu'on devrait tirer. Que ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas juste la manifestation d'un pays malade, mais bien le symptôme avant-coureur d'un cancer qui ronge aussi notre société à nous. On peut prétendre qu'on est meilleur, qu'on n'est pas rendu là. Mais je dois vous avouer que quand je vais dans les sections de commentaires de quelques publications que ce soit qui concernent autre chose que la météo, je constate qu'on n'est pas bien mieux. Qu'on pense nous aussi que notre voisin sur la rue, c'est notre ennemi. Que la société s'effondrerait demain matin s'il fallait que nos adversaires politiques prennent le pouvoir. Qu'on est les seuls à avoir raison, puis que si les autres sont pas d'accord, c'est soit qu'ils n'ont pas encore compris, ou soit qu'ils veulent tout simplement pas comprendre. Quand on fait ça, nous autres aussi, on plante la graine de l'effondrement démocratique. On l'arrose à tous les jours. On l'entretient, puis on fait de notre mieux pour que ça pousse le plus vite possible. Il y a un problème de mentalité, d'attitude, qui nous mène directement dans le même mur. Le problème d'attitude, c'est pas moi, c'est sûr. C'est pas toi non plus. Nous autres, on a raison. C'est les autres le problème. Si tout le monde pouvait penser comme moi, je les mépriserais pas autant. Mais c'est ça le problème. Que quand on n'est pas d'accord, on devient automatiquement des ennemis. Qu'on s'étiquette l'un l'autre comme des indésirables, puis qu'on s'enlève de sur Facebook. Tiens, fini, va jaser tout seul. Ou plutôt, va jaser avec ta gang de droite ou de gauche ou de libertariens ou ce que tu veux. Allez jaser ensemble. J'ai rien à gagner. J'ai rien à apprendre de vous autres. De toute façon, si vous n'étiez pas des espèces de vendus, de traîtres, de pauvres énergumènes, vous seriez d'accord avec moi puis ma gang. Pour qui t'as voté que je te catégorise? Qu'est-ce que tu penses de la loi 21 que je te traite de raciste? T'es quoi que je te déteste? Que je t'exclue du débat public puis que je fasse comme si t'existais pas? Je suis un Québécois. Comme vous. Comme les autres. J'ai une mère. J'ai un père. J'ai des petits frères. J'ai grandi en région, au Saguenay. C'est une partie de qui je suis. Puis toi, parle-moi de toi. Comment t'es venu à penser ça? Parle-moi de ton contexte, de ce que t'aimes faire l'hiver, de ton émission préférée, puis tes enfants qui sont donc bien drôles quand ils glissent en 3 skis l'hiver. On va se rendre compte qu'on n'est pas si différents que ça.
que le poison, c'est nous autres qui l'injectent. C'est pas les Américains le problème. Autant je nous aime, on n'est pas plus brillants. C'est pas non plus les réseaux sociaux qui nous font écrire ces mots-là. C'est nous autres. C'est notre attitude, c'est notre mépris, notre haine de l'autre. Puis c'est pas comme si c'était le fun. Tout le monde est écœuré. Vous avez aucune idée à quel point moi aussi je suis écœuré de ce climat-là. Donc je vous propose un deal. Juste ici, à 7 jours sur Terre, on va l'essayer pour voir où ça mène. De ne pas saillir l'un l'autre, de ne pas s'insulter, mais de s'écouter, de débattre. On va essayer d'avoir un environnement moins toxique, d'arrêter de se prêter tout le temps les pires intentions, parce que là, ça ne peut pas durer. Je ne sais pas où vous pensez que ça va finir, mais avant que nos réalités respectives se détachent complètement, puis qu'on soit plus capable de se parler, puis qu'on en vienne au même point que les Américains, je pense que ça vaut la peine qu'on l'essaye. Le climat actuel, il n'y a personne qui est confortable. Si vous l'êtes, ben peut-être que vous faites partie du problème. Puis juste pour vous prouver mon point, dans les commentaires, ce qu'on va retrouver, je pourrais vous le prédire. Ça va être la faute de la gauche, ça va être la faute de la droite, ça va être la faute à Twitter, ça va être notre faute à nous. Personne n'aura rien compris. Je suis censé écrire un éditorial à chaque semaine. Cette semaine, je ne savais pas quoi écrire. Parce que je ne sais plus ce qui peut être dit sans que ça finisse en concours d'insultes. La seule chose qui peut vraiment être dite, qui doit vraiment être dite, c'est que j'aime pas où on s'en va. Puis je suis sûr que vous non plus. Et si on se parlait, comme des humains? C'était Benjamin Tremblay, et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.